Bienvenue dans un voyage aux recoins obscurs du cinéma des années 1950, où des cinéastes audacieux ont osé montrer la violence et le vice sur grand écran. Des horreurs psychologiques surréalistes aux drames bruts sur la délinquance juvénile. Ces 20 films ont franchi la limite de ce que les censeurs permettaient. Chacun de ces titres a été interdit pour ses images brutales, son réalisme sans compromis ou ses thèmes tabous, repoussant les limites même du milieu du siècle. Moralité. Restez avec nous pendant que nous découvrons les histoires derrière l'écran et explorons pourquoi les autorités ont tenté d'effacer ces films de l'histoire. Dementia. Dementia est une expérience audacieuse d'horreur sans dialogue par le scénariste-réalisateur John Parker qui plonge les spectateurs dans le psychisme fragmenté d'une jeune femme. Le film, tourné en noir et blanc saisissant, suit le personnage d'Adrienne Barrett, la gay man, alors qu'elle se réveille seule dans un hôtel délabré et erre dans les rues mouillées de pluie de Skid Row à Los Angeles. En chemin, elle rencontre des caricatures grotesques, un nain vendant des journaux mystérieux, un proxénète lubrique, un ivrogne brutal et un riche mécène dont la fascination devient mortelle, tous rendus dans des ombres expressionnistes et des coupes saisissantes qui mêlent horreur, film noir et surréalisme. Parker a conçu Dementia à partir d'un rêve raconté par sa secrétaire, l'élargissant en un long métrage de 58 minutes sans parole. Des mots, seulement une musique menaçante de George Antheil et des riffs de jazz de Shorty Rogers. Sa représentation sans concession de la violence, des coups de couteau, des bastonnades et l'acte de vengeance personnelle de The Gay Man contre son passé abusif ont poussé les audiences des années 1950 au-delà de leurs limites. Lorsqu'il l'a soumis pour la première fois, en 1953, le New York State Film Board a interdit Dementia purement et simplement, le qualifiant d'inhumain, indécent et quintessence de l'horreur, forçant Parker à mettre le film de côté jusqu'à une réédition fortement coupée en décembre 1955. Sa réputation n'a fait que croître après que le roi de l'exploitation Jack H. Harris l'a réédité avec une narration d'Ed McMahon et l'a rebaptisé Fille de l'horreur en 1957. Bien qu'il ait finalement atteint les écrans britanniques en 1970, le refus du BBFC de le certifier pendant 13 ans a solidifié le statut de Dementia comme l'un des plus brutaux et percutants de la décennie. Film. Baby Doll. Baby Doll est une comédie noire au ton du Sud par Elia Kazan, adaptée par Tennessee Williams de 2 de ses pièces en un acte seul. Située dans les champs de coton du Mississippi rural, l'histoire se concentre sur Archie Lee Mahon, un propriétaire de distillerie de gin d'âge moyen qui a vécu séparé de sa jeune épouse, naïve de 19 ans, Baby Doll, jusqu'au jour où elle atteint 20 ans, moment où, selon un accord familial, le mariage peut enfin être consommé. La caméra de Kazan s'attarde sur la personnalité de Baker, toujours enfant dans un berceau, tandis que le rival sicilien Deli Wallach, Silva Vaccaro, injecte une sexualité prédatrice qui imprègne chaque image de tension. Lors de son décembre 1956, début, Baby Doll a suscité une indignation morale pour son symbolisme érotique, le berceau iconique, la séduction suggestive de la chaise à bascule, et les murmures de ce qui se cachait sous la robe de Baker. La Légion catholique de la décence l'a condamné comme gravement offensant pour les normes chrétiennes et traditionnelles de moralité et de décence, provoquant des retraits de dizaines de les théâtres. Le magazine Time l'a qualifié de film américain possiblement le plus obscène jamais présenté légalement, et plusieurs pays ont interdit le film purement et simplement en raison de son contenu sexuel exagéré. Malgré, ou à cause de, cette réaction, Baby Doll est devenu synonyme de sexploitation des années 1950, remportant une reconnaissance aux Golden Globes tout en suscitant des batailles de censure à travers le monde. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû dire non. Est un film percutant sur l'exploitation de la drogue réalisé par Sam Newfield et mettant en vedette Lila. Leeds. Inspiré par l'arrestation pour marijuana à Leeds en 1948 aux côtés de Robert Mitchum, le film présente son histoire comme une dénonciation prudente des stupéfiants. Les expériences d'une choriste avec la marijuana la conduisent à la dépendance, à la honte de sa famille et au suicide de son frère. Tourné avec un budget limité, le film faisait du sensationnalisme, avec des représentations grossières de repères de drogue, une narration moralisatrice et des intertitres criards, le tout sous couvert d'éducation. En août 1953, le Conseil des censeurs de l'État de Pennsylvanie a estimé que She Should Have Said ni immoral, ni indécent, incorrect et qui tend à corrompre et avilir la moralité, imposant une interdiction à l'échelle de l'État qui a duré des années. D'autres États ont emboîté le pas, craignant que les images tapageuses du film ne glamourisent l'usage de drogue plutôt que de mettre en garde contre elle. Bien que Newfield l'ait ensuite remonté pour une réédition limitée, le stigmate de l'exploitation des substances illicites a gardé ce récit édifiant unique en son genre.
hors de circulation large pendant une grande partie des années 1950. L'équipée sauvage. L'équipée sauvage, réalisée par Laszlo Benedek et mettant en vedette Marlon Brando dans une veste en cuir emblématique, est souvent citée comme le premier film de motard hors la loi, Fulm. Johnny Strebler de Brando et son gang inspiré des Hells Angels débarquent dans une petite ville californienne, déclenchant des cascades de rue, des bagarres de bar et une confrontation tendue avec les autorités locales. Tourné en noir et blanc granuleux et accompagné d'une musique soulignant sa menace, le film explore la rébellion juvénile et la mentalité de groupe avec une innovation sans précédent. Franchise. Lors de sa sortie aux États-Unis en décembre 1953, les critiques ont noté son suspense, sa brutalité et son sadisme. Mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique que la censure a réellement frappé. Le British Board of Film Censors a refusé de délivrer un certificat interdisant effectivement le film d'être diffusé au public de 1954 à 1967. Arthur Watkins, président du BBFC, et son successeur ont soutenu que The Wild One glamourisait la violence et menaçait d'inciter à des actions réelles, émeutes. Une interdiction qui n'a été levée que lorsqu'un nouveau président l'a finalement jugée moins dangereuse pour les jeunes. Bien que l'interdiction ait été finalement annulée, l'absence notoire de The Wild One sur les écrans britanniques pendant 14 ans a cimenté sa réputation en tant que l'un des films les plus incendiaires de la décennie. Pas d'orchidée pour Miss Blondish. Pas d'orchidée pour Miss Blondish est un film de gangster britannique étonnamment brutal, adapté du célèbre roman de James Hadley Chase, Roman. Situé dans le New York d'après-guerre, il suit l'enlèvement raté de l'héritière Dixie Farrell par des voyous et sa sombre romance avec son ravisseur, Slim Grissom, dont l'amour obsessionnel et le code de gangster se transforment en torture et meurtre. Les représentations impitoyables du film de la coercition sexuelle, de la violence sadique et de la dépravation morale ont brisé le décorum de l'époque à l'écran. Le tollé a été immédiat. En Amérique, il a rencontré des interdictions régionales, et en Grande-Bretagne, plusieurs grandes chaînes de cinéma ont refusé de le projeter. Les critiques l'ont qualifié de pire film jamais réalisé, et le Monthly Film Bulletin l'a fustigé comme l'exposition la plus écœurante de brutalité, de perversion, de sexe et de sadisme jamais montrée sur un écran de cinéma. Un rapport de 1951 note que plusieurs villes britanniques ont mis le film sur liste noire, même s'il battait des records au box-office là où il était diffusé. Les producteurs et les censeurs ont tous deux été consternés, mais No Orchids for Miss Blondish a perduré comme un jalon de l'exploitation par le choc. Un portrait de l'avidité et de la cruauté qui a forcé le public à confronter les pires pulsions du cinéma. Jardin d'Éden. Jardin d'Éden emmène les spectateurs sur une île tropicale éloignée où un anthropologue sérieux, le docteur David Sutton, dirige une petite équipe de documentaires à la recherche d'un jardin d'Éden caché parmi une végétation luxuriante. Jungle. Ce qu'ils découvrent à la place est une colonie nudiste secrète dont les habitants vivent librement sans vêtements dans des clairières baignées de soleil et aux sources de montagnes. Ces longs plans persistants de corps dénudés capturés avec des objectifs à mise au point douce et des panoramiques lents étaient vendus comme une étude des bienfaits du naturisme sur la santé, mais le public affluait pour l'érotisme. La mise en scène minimaliste de Max Nusek et la musique jazz agitée de Ted Malone magnifient chaque regard, transformant ce qui avait été présenté comme de l'anthropologie en pure excitation. Les censeurs ont réagi rapidement. À la mi-1954, le Conseil de Pennsylvanie a statué que tout plan frontal de plus de 3 secondes était indécent et a interdit le film car il manquait de valeur sociale rédemptrice. Le Massachusetts et le Maryland ont suivi et plusieurs localités du Sud ont invoqué des lois anti-obscènes pour bloquer Garden of Eden. Entièrement. Les exploitants l'ont renommé le paradis interdit et ont organisé des projections sur invitation uniquement pour contourner les lois locales. À New York, les censeurs de l'État ont imposé des coupes à chaque scène nudiste étendue, mais des copies clandestines circulaient parmi les circuits de Grindhouse. De l'autre côté de l'Atlantique, les autorités britanniques ont refusé de le classifier jusqu'à la fin de l'année 1956, tandis que l'Irlande l'interdisait jusqu'à 1963. La réédition par le roi de l'exploitation, Kroger Babb, avec des affiches criardes et une revendication d'être le premier événement cinématographique entièrement corporel, n'a fait qu'alimenter sa notoriété. Les critiques l'ont rejeté comme vulgaire, mais les historiens attribuent à Garden of Eden d'avoir déclenché des débats sur l'art contre l'obscénité, ouvrant la voie à la bataille sur la nudité à l'écran qui allait faire rage dans les années 1960. Nu sur le Lune. Nude on the Moon mélange la science-fiction à petit budget avec la nudité féminine dans une histoire d'expédition lunaire du XXIe siècle. Après un atterrissage forcé, les astronautes découvrent une civilisation de lunariens, des femmes grandes et éthérées qui vénèrent la déesse lunaire Illumina et se rassemblent dans des bosquets éclairés par la lune, ne portant que des bandeaux métalliques. Le réalisateur,
Doris Wishman utilise des décors rudimentaires et un éclairage doux pour mettre en valeur les beautés extraterrestres, tandis qu'un narrateur haletant explique comment la gravité lunaire a créé leurs physiques exotiques. La bande-son, influencée par le jazz d'Eddie Kokoschka, souligne chaque révélation avec des rives spatiaux. La flirtation du film avec le spectacle de la nudité a déclenché des batailles de censure des deux côtés de l'océan. Aux États-Unis, il a été classé X et interdit purement et simplement dans des États comme la Pennsylvanie et le Kansas pour son exposition explicite. La Légion catholique de décence l'a condamné comme une perversion se faisant passer pour de la science-fiction, exhortant les spectateurs à l'éviter. En Grande-Bretagne, le BBFC a refusé la classification en 1959, n'autorisant qu'une version fortement tronquée 2 ans plus tard, après que toutes les séquences de nudité prolongée aient été supprimées. Les censeurs australiens ont exigé des filtres sombres sur tout indice de nudité frontale avant d'accorder l'exhibition en 1962. Malgré ces interdictions, Nude on the Moon est devenu un incontournable des cinéparcs, commercialisé comme du sexe spatial et une intrigue extraterrestre, attirant des foules curieuses. Bien que raillé par les critiques grand public, il demeure un artefact culte, l'une des tentatives les plus audacieuses de la décennie pour repousser les limites cinématographiques sous le couvert d'une aventure interplanétaire. Les années violentes. Les années violentes. Le conte moral de Ed Wood, de 1956, sur la rébellion adolescente, se concentre sur Paula Powers, une reine du lycée, dont le charme de banlieue masque son leadership impitoyable d'un crime juvénile. En journée, Paula sourit pour les portraits scolaires. La nuit, elle orchestre des vols à main armée, des vols de voitures et une embuscade glaçante qui laisse un employé de magasin innocent mortellement blessé. La cinématographie en noir et blanc de Wood, accentuée par des coupes brusques, amplifie le choc de voir des adolescentes derrière des masques de maquillage et de menaces. Les censeurs régionaux ont déménagé, rapidement. Le Conseil de Pennsylvanie a exigé que toutes les scènes de décharge d'armes à feu soient scoopées. Lorsque les producteurs ont hésité, le film a été interdit dans tout l'État. L'Ohio et le New Jersey ont emboîté le pas, le qualifiant de nuisible à la morale des adolescents. Inquiet que les jeunes impressionnables imitent la veste en cuir de Paula et son insouciance cruauté. La Ligue catholique de décence l'a condamné, déclarant qu'il glorifiait le comportement antisocial plutôt que d'enseigner une leçon morale. Ironiquement, ces interdictions ont alimenté la renommée underground de The Violent Years. Des copies piratées circulaient dans les montages de cinéma de nuit, et au début des années 1960, il trouva un nouveau public à la télévision de nuit, les diffusions. Les spécialistes du cinéma sur la délinquance juvénile le citent désormais comme un aperçu brut des angoisses d'après-guerre concernant la liberté des adolescents et comme l'une des provocations les plus notoires d'Ed Wood contre la respectabilité des années 1950. Les délinquants. Le premier long-métrage de Robert Altman, Les délinquants, raconte l'histoire d'un gang agité d'adolescents de Los Angeles dirigé par Gary, qui parcourent les rues des banlieues dans des voitures volées, crèvent des pneus pour s'amuser et finissent par organiser un cambriolage dans un commerce de proximité qui dégénère en violence. La décision d'Altman d'engager des inconnus, de tourner dans de vraies rues et de permettre des dialogues improvisés confère au film une authenticité de style documentaire qui a troublé les censeurs. Le Conseil d'examen de l'État de Californie a initialement refusé de le certifier, exigeant des coupes liées à l'utilisation d'armes à feu et aux vulgarités avant toute diffusion publique. Lorsque les cinéastes ont refusé, des villes du Sud profond et du Midwest ont refusé les permis pour une projection publique, invoquant une loi contre les films susceptibles d'inciter à l'anarchie. En Grande-Bretagne, le BBFC a interdit The Delinquents au début de 1958 comme indésirable pour tous les âges, le gardant hors des écrans jusqu'à 1961. Malgré ces obstacles, The Delinquents a prospéré dans les cinémas d'art et d'essai et les cinémas clandestins, portés par la musique jazz entraînante de Martin Rubenstein. Son regard brut sur la frustration adolescente préfigurait la carrière ultérieure d'Altman, et les critiques l'ont ensuite salué comme un aperçu glaçant du nihilisme adolescent qui a ouvert la voie à des représentations plus honnêtes de la culture des jeunes dans les années 1960. Jeunesse sauvage. Jeunesse sauvage, sorti à la fin de 1957 et réalisé par Norman Taurog, mêle la rébellion du rock and roll avec une sombre histoire de exploitation. Les sœurs Meg et Judy Richards héritent d'un théâtre rural dans le Tennessee pour découvrir qu'il sert aussi de maison close. Déterminées à dénoncer la corruption locale, elles recrutent un gang de motards en cuir, déclenchant des bagarres enflammées dans les bars, des poursuites à grande vitesse et une violente descente dans l'arrière-plan caché de l'établissement. Les bureaux de censure locaux se sont opposés aux images osées de striptease du film. Le Texas a exigé que chaque aperçu d'épaule et chaque exposition de cuisses soit coupé, tandis que l'Arkansas a purement et simplement interdit Untamed Youth.
en vertu d'une loi contre les expositions immorales. La Légion catholique de décence l'a condamné, avertissant que son contenu suggestif menaçait les normes communautaires, et plusieurs villes ont refusé toute publicité extérieure, obligeant les distributeurs à se fier à des panneaux d'affichage peints à la main. Néanmoins, les foules de fans de rock affluaient au ciné-parc, attirés par les apparitions des Platters dans une comédie musicale animée. Interlude. Aujourd'hui, Untamed Youth est célébré pour son esprit proto-grindhouse, un film de choc cross-genre qui a anticipé le mélange de critiques sociales, musique rock et frisson pulp de l'exploitation des années 1960 et se distingue comme l'un des films les plus controversés des années 1950, La Fureur de vivre. Sorti en octobre 1955, La Fureur de vivre capture l'angoisse adolescente d'après-guerre à travers Jim Stark, un nouveau venu sensible dans un lycée de banlieue. Ostracisé par ses pairs et hanté par l'incapacité de ses parents à le comprendre, Jim trouve une affinité avec Judy et Plato, deux jeunes également isolés. Quand une course de rue effrénée se termine par de la violence, le trio se cache, leurs blessures émotionnelles mises à nu dans un manoir abandonné. La représentation brutale par le réalisateur Nicholas Ray de la rébellion juvénile, soulignée par la légendaire veste rouge de Dean, a fortement résonné avec les jeunes spectateurs et a choqué les adultes qui y ont vu une célébration dangereuse de défi. Les autorités en Nouvelle-Zélande ont interdit le film en 1955, craignant qu'il n'incite à la délinquance juvénile. En Grande-Bretagne, le BBFC a imposé de lourdes coupures et a refusé la certification jusqu'en 1967, citant la glorification de la violence et le manque de respect pour l'autorité. L'Espagne a interdit le film jusqu'en 1964 lorsqu'une pression de la presse étrangère a forcé une sortie tardive avec une classification R18. Ces interdictions n'ont fait qu'alimenter le mystère du film, le cimentant comme à la fois un paratonnerre culturel et un document marquant de l'agitation juvénile dans le année 1950. Cushboy. Cushboy, rebaptisé The Slasher pour le public américain, explore la délinquance juvénile dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Le film suit Reg, un teddy boy qui rôde dans les rues de Londres avec une matraque volée, entraînant sa bande dans des agressions et du vandalisme. Le réalisateur Lewis Gilbert présente ces jeunes voyous comme des produits de la négligence sociale, capturant leur arrogance et leur désespoir en noir et blanc contrastant. Cinématographie. Quand la violence de Reg s'intensifie jusqu'à un coup de couteau mortel, la peur de la communauté se cristallise en panique morale et la police intensifie sa répression. Les censeurs en Suède ont carrément interdit Cushboy en 1953, jugeant sa représentation de la violence juvénile destructrice pour les mœurs publiques. Les autorités de Birmingham en Angleterre ont également refusé les projections locales, tandis que les commissions australiennes ont cité sa glorification de comportements criminels pour refuser l'entrée. Les groupes de PTA et les dirigeants religieux ont fait campagne contre le film, arguant qu'il manquait de toute leçon morale utile et risquait d'inspirer des crimes par imitation. Malgré, ou en raison de ces interdictions, Cushboy est devenu une référence dans le cinéma criminel britannique et un précurseur du mouvement de réalisme social qui allait suivre. Pas d'issue, réalisé par Joseph L. Mankiewicz. Pas d'issue confronte le racisme institutionnel à travers le Dr Luther Brooks, le premier médecin noir dans un hôpital ségrégué de Los Angeles. Lorsque son meilleur ami est abattu lors d'une émeute, Brooks fait face à une réaction violente de la part des policiers blancs et du personnel hospitalier, le forçant à naviguer dans un monde périlleux de préjugés et de terreur. La représentation sans détour de la violence raciale et des insultes dans le film a brisé les tabous d'Hollywood, révélant la profonde ancrage de l'Amérique. Iniquité. La police de Chicago a retardé son autorisation en août 1950 et a brièvement interdit le film, craignant qu'il ne provoque des troubles raciaux. La ville a finalement intensifié une recommandation d'interdiction avant de la lever sous une pression publique mitigée. Le Maryland, l'Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie n'ont montré que des versions fortement censurées, supprimant les scènes où les patients noirs se préparaient à se défendre. La Légion catholique de la décence a condamné son langage offensant et ses scènes provocantes, tandis que les dirigeants de la NAACP faisaient une pression pour une diffusion intégrale afin de préserver le message social du film. Bien que la controverse ait limité sa portée initiale, No Way Out a valu à Poitiers une nomination aux Oscars et reste un drame pionnier des droits civiques. High School Hellcats. American International Pictures. High School Hellcats suit Joyce Martin, une élève transférée qui doit faire ses preuves auprès des Hellcats. Un gang de filles imposant la loyauté par le vol à l'étalage, le bizutage et le défi des règles scolaires. Sous la direction de Connie, Joyce navigue à travers les interdictions de pantalon, l'exclusion sociale et la
La menace d'expulsion, chaque test plus dangereux que le précédent. Le réalisateur Edward Burns encadre la cruauté des Hellcats dans des séquences teintées de jazz et des décors claustrophobes, soulignant la peur de l'époque face à l'autonomie féminine et la rébellion de la jeunesse. Lorsque des groupes de l'Association des parents d'élèves de Los Angeles ont appris l'existence de ces scènes dépeignant la consommation d'alcool par des mineurs, le vol à l'étalage et un comportement immoral, ils ont exercé des pressions efficaces sur les conseils locaux pour interdire le film purement et simplement, en invoquant son absence de compensation morale et son potentiel à corrompre les adolescentes. Malgré, ou à cause de, ces condamnations, High School Hellcats est devenu un classique des séances nocturnes de cinéma de série B, rappelé comme une saga proto-Mean Girls, et un aperçu des angoisses des années 1950 concernant la liberté des adolescents et les rôles de genre. La jungle des pavés. La jungle des pavés de Richard Brooks a révolutionné le cinéma pour adolescents, en associant l'enseignant idéaliste joué par Glenn Ford, Richard Dadier, à l'hymne rock and roll de Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock. Situé dans un lycée en centre-ville mêlant diverses origines raciales, Dadier affronte Artie West, armé de son couteau, ainsi que ses pairs, capturant leur hostilité brute et leur transformation éventuelle grâce à l'éducation et l'empathie. La violence franche du film, ses combats à main nue, expressions racistes et un véritable solo de batterie ont brisé le décorum des mélodrames se déroulant en salle de classe. Les autorités de Memphis ont interdit Blackbird Jungle en mars 1955, affirmant que sa représentation de la délinquance juvénile menaçait l'ordre public. Le comité de révision d'Atlanta l'a qualifié d'immoral, obscène et licencieux, tandis que le BBFC en Grande-Bretagne a refusé sa classification jusqu'en 1967, insistant sur des coupures des scènes de combat et des tensions raciales. L'Australie l'a initialement interdit complètement avant de lever l'interdiction avec 165 pieds retirés. Ces controverses ont déclenché des émeutes cinéma de minuit, des adolescents arrachent des sièges et dansent dans les allées, consolidant la réputation du film comme le point de départ de la culture jeune et de la rébellion rock and roll. Glen or Glenda. Réalisé par Ed Wood, Glen or Glenda est un drame psychologique à petit budget qui brouille les lignes entre réalité et exploitation. Le film suit Glen, un jeune homme perturbé partagé entre les attentes de la société et son obsession pour les vêtements féminins. Des scènes de travestissement, de dysphorie de genre et d'une opération transsexuelle mise en scène utilisent une imagerie surréaliste et une narration maladroite pour choquer le public du milieu du siècle. Les valeurs de production de Wood, le montage irrégulier, les décors austères et les gros plans troublants accentuaient le sentiment d'altérité et de panique morale qui alimente l'histoire. Lors de sa soumission au British Board of Film Censor en février 1958, il a été rejeté comme inapproprié pour la certification, interdisant effectivement le film au Royaume-Uni jusqu'à l'obtention d'un certificat en janvier 1995. Les critiques et les commissions locales aux États-Unis se sont également opposées aux représentations de travestissement et aux déviances sexuelles implicites, avec au moins un État exigeant des coupes dans les scènes d'hommes portant de la lingerie féminine. Bien que pas ouvertement violent, l'exploitation par le film de l'identité taboue et des images psychologiquement chargées a repoussé les limites de la censure des années 1950. Aujourd'hui, Glen or Glenda reste un jalon du cinéma outsider, une vision troublante de l'obsession d'Ed Wood pour le genre et une condamnation sévère et brutale des règles de censure des années 1950. I-20, réalisé par Gillo Pontecorvo en 1954, présente une trilogie de vignettes inspirées de faits réels, qui chroniquent la descente de la jeunesse européenne dans le crime. Tourné dans un style semi-documentaire austère, le film s'ouvre à Paris avec des adolescents pickpockets exploitant les touristes, suit un étudiant boursier anglais poussé au suicide par le chantage et se termine à Naples où des enfants misérables sont vendus à la petite prostitution. La représentation brute et implacable de la brutalité adolescente par Pontecorvo, exposée à travers une violence de rue non filtrée, l'exploitation sexuelle et l'automutilation, a choqué un public habitué à un cinéma d'après-guerre plus aseptisé. Lorsqu'il a été soumis au British Board of Film Censor en mai 1954, I-20 s'est vu refuser tout certificat en raison de sa représentation graphique de la délinquance juvénile et de l'absence de compensation morale, interdisant ainsi effectivement le film au Royaume-Uni sans possibilité d'appel ultérieur. Les images violentes du film, incluant un suicide graphique par noyade et une scène impliquant des négociations de prostitution d'enfants, ont repoussé les limites de la censure des années 1950 au-delà de la reconnaissance. Aujourd'hui, les critiques reconnaissent I-20 comme un précurseur important du genre mondo, un exposé brutal et sans compromis du désenchantement des jeunes dont l'histoire de la censure souligne les angoisses du milieu du siècle concernant la décadence sociale et le réalisme cinématographique, et il résonne aujourd'hui comme un avertissement social sévère.
L'Immoral Mr. Tease, Russ Myers. L'Immoral Mr. Tease, sorti en 1959, a été pionnier du sous-genre nudie-cutie en combinant une narration lâche avec une nudité féminine extensive. Bill Tease, un vendeur itinérant doux, subit une intervention dentaire qui lui donne une vision à rayon X, lui permettant de voir chaque femme qu'il rencontre entièrement, nue. Meyer filme des vignettes colorées, des images suggestives sexuellement, des protagonistes élancés et des fantasmes surréalistes de salles dentaires qui exploitent la fascination des publics du milieu du XXe siècle pour le tabou. Désir, ces coupes franches et abruptes passant d'extérieur banal à des corps avidement nus, créaient un contraste saisissant, intensifiant la valeur choc du film et subvertissant le code de production. Limite. Bien que le film ait évité le sexe explicite, sa représentation franche de la poitrine féminine et ses angles de caméra voyeuristes ont alarmé les censeurs. En novembre 1962, le Conseil des censeurs de l'État du Maryland a interdit The Immoral Mr. Tease pendant 12 mois à Baltimore, déclarant que son contenu sexuellement explicite était obscène et nuisible à la morale. Norme. Des réactions similaires ont suivi dans d'autres États et juridictions locales, où les exploitants ont retiré les copies, ou se sont soumis à des coupes sévères. Les batailles avec les censeurs ont propulsé la carrière de Meyer et ont cimenté sa réputation de provocateur. Aujourd'hui, The Immoral Mr. Tease est reconnu comme une pierre angulaire du cinéma d'exploitation sexuelle, dont l'histoire de la censure reflète le parcours tumultueux de l'Amérique vers la liberté sexuelle à l'écran. Il reste un film culte parmi les aficionados de l'exploitation. Girlstown. Réalisé par Charles F. Haas et sorti en 1959, Girlstown s'appuie sur le rock'n'roll, la rébellion adolescente et des sous-courants sexuels choquants. Mamie Van Doren joue le rôle de Silver Morgan, une délinquante blonde peroxydée accusée à tort de la mort accidentelle de sa sœur. Envoyée dans une maison de redressement dirigée par des nonnes strictes, Silver se retrouve impliquée dans des combats violents, des bagarres de bar et des conspirations avant de mener un audacieux sauvetage de sa vraie sœur des prédateurs. Les gangs. Des intermèdes musicaux de Pollenka et The Platters accroissent la tension entre l'innocence et corruption. Malgré son cadrage comme une leçon de morale, Girlstown exposait des scènes sensuelles de douche et une tentative de viol qui ont scandalisé les censeurs. Lorsque le film a été présenté en avant-première en Italie en juin 1960, le comité pour la révision théâtrale a ordonné la suppression de toute scène continue de douche en plan frontal intégral, les jugeant offensantes pour la décence et interdisant la version intégrale. Plusieurs villes américaines ont également exigé des coupes dans les scènes de consommation d'alcool par des mineurs et de violences de gang, tandis que les promoteurs de cinéma de plein air faisaient de la publicité sur le sexe, la musique et le chaos pour contourner les lois locales de censure. Aujourd'hui, Girlstown est reconnu pour son esprit proto-grindhouse et comme un instantané de l'exploitation des années 1950, montrant comment des images sensationnalistes se heurtaient aux gardiens de la morale dans la lutte autour de la culture jeunesse à l'écran. Portland Exposé. Portland Exposé est un film noir percutant de série B, réalisé par Harold D. Schuster, sorti en août 1957. Basé sur une véritable enquête du comité McClellan sur la corruption, il suit le propriétaire de taverne George Madison, qui se retrouve impliqué avec des gangsters violents gérant des trafics de machines à sous. Le film n'épargne aucun détail graphique. Des plans rapprochés de passages à tabac, de menaces à l'acide et de violences armées révèlent le côté sombre de la corruption et de la peur dans les petites villes. Allied Artists a largement distribué le film, mais les autorités locales du nord-ouest du Pacifique ont résisté. Environ 20 villes l'ont retiré des salles, et la première prévue à Portland a été annulée après que des personnalités du monde réel ont menacé de poursuites judiciaires. Le billet, par conséquent, Portland Exposé a été interdit dans un rayon de 30 miles autour de sa ville éponyme, un rare cas où l'intimidation légale a fait annuler une sortie. Les critiques de l'époque ont qualifié sa représentation du crime organisé et de la décadence morale de trop brutale pour le grand public. Malgré la censure, Portland Exposé a trouvé son public dans les circuits grindhouse et les projections de fin de soirée, où sa représentation sans phare du vice lui a valu un culte statut. Aujourd'hui, il est salué comme un exemple pionnier du cinéma d'exploitation criminelle, son interdiction illustrant la lutte féroce entre le réalisme cinématographique et les gardiens de la communauté dans le année 1950. Ces 20 films d'exploitation interdits nous rappellent que l'art s'épanouit souvent dans la controverse et l'envie d'affronter des vérités inconfortables. Si vous avez apprécié cette plongée dans les légendes du cinéma interdit, abonnez-vous et partagez votre moment de film choquant préféré dans les commentaires ci-dessous.